Bienvenue dans La Leçon, le podcast sur l'art d'échouer. Cette semaine, je suis ravie de recevoir le chanteur Claude. Découvert sur scène durant ma semaine au Festival des Arcs, j'ai eu un énorme coup de cœur pour sa musique mi-électro, mi-Jacques Brel. Il remplit d'ailleurs le Trianon le 5 février prochain. J'avais jamais vu un concert aussi laid entre les textes magnifiquement écrits d'ailleurs, intimistes et les gros bangers sur lesquels danser en sautant. J'étais avec Maxime Muscat qui m'avait prévenu, Paulette, Claude, c'est un futur grand. Et comme je marche au ressenti sur ce podcast, je me suis dit que j'allais prendre les paris avec toi. Hello, hello. Salut. Ça va et toi? Bon, on a papoté à faire déjà 2 heures de podcast avant d'enregistrer. J'espère qu'il te reste du jus. J'ai plus rien à dire. J'ai plus d'inspi. Point. J'espère que vous avez kiffé. Point, merci. Ensemble, on va parler d'un sujet que je trouve extrêmement intéressant, dont j'ai jamais parlé sur ce podcast. Un sujet qui me touche aussi un peu personnellement, je dois avouer les choses. L'hypocondrie. T'en as fait carrément un texte. Ouais, tout à fait. J'ai un morceau dans mon album qui s'appelle Signe Vitaux. C'était un des sujets probablement les plus importants de ma vie. C'est un petit diablotin qui t'accompagne depuis extrêmement longtemps. Toi, tu te rappelles que ça commence autour de l'âge de 5 ans. Ouais, mais je m'en rappelle tardivement. Au début, j'étais sûr que ça avait commencé, tu vois, en mode... J'avais commencé, je sais pas, en mode au lycée, à avoir des maux de crâne. Ouais. Mais en fait, c'était rien. J'avais juste une sinusite, donc j'étais un peu enrhumé tout le temps. Ouais. Et j'ai une tumeur au cerveau. Voilà, c'est parti pour moi. Dans 2 mois, je passe à la suite, c'est-à-dire la mort. Et voilà. Et en fait, je sais pas, j'en parle avec une psy parmi les psys que j'ai essayé de voir. Enfin, j'ai jamais suivi des séances de psy longtemps, mais j'ai dû faire genre 5 premiers rendez-vous, quoi. Ok. Et elle me pose un peu des questions sur mon enfance, sur machin, et je me rends compte qu'effectivement, à partir de 5-6 ans déjà, j'étais un bon gros stressé. Et Putain, c'est dingue, parce que à 5 ans, on a très peu de souvenirs. On a surtout des flashs d'événements, de couleurs, de copains, mais pas nécessairement ce genre de trauma. Tu sais, il y a même un mème sur les internets où t'es là avec des photos de toi enfant smile en mode et dire que tous ces traumas viennent de là et nous on vit notre meilleure vie à l'époque sans se rendre compte, quoi. Je sais plus qui me disait ça, je pense que c'est mon frère qui me disait en vrai on se rend pas compte à quel point des phrases qu'on dit aux enfants, ça peut leur niquer 10 ans plus tard, ça peut leur revenir à la tronche comme un boomerang. Et effectivement, je pense, genre, mon père est un homme absolument formidable, mais lui, il était pas très stressé de la maladie. C'était quelqu'un d'assez détendu. Et il a dû me dire quand j'avais, je crois que ça, c'est genre, je vais avoir 5, 6, 7 ans dans ces eaux-là. Et une fois, j'avais genre, je sais pas, je m'étais coupé vaguement avec un couteau ou genre, j'en sais rien du tout, un truc comme ça. Et il avait dit, mais tu vas avoir la gangrène. Mais tu sais, mort de rire en mode je passe à la suite, je vais faire à bouffer et machin. Et moi, genre, je sais pas, à ce moment-là, j'avais dû, je sais pas, lire un bouquin sur les chevaliers sur qui Louis parlait XIV. de gangrène, j'en sais rien, où t'avais genre une bonne grosse genre image dessinée d'un gars avec une jambe noire, purulente qui était en train de tomber, quoi. Et vraiment, j'ai vraiment souvenir d'avoir dézoomé dans la pièce en mode qu'est-ce qui se passe en fait là? Est-ce que je vais crever? Et depuis ce moment-là, je sais que en fait tout me stresse par rapport à ça. Ou genre je retiens 10 000 phrases qui ont été dites, ou genre un pote qui me dit si tu bois du coca et que tu manges un Mentos, ton bite va exploser. Voilà. C'est pas drôle sur le coup, mais c'est hyper drôle quand tu le dis. Ouais. Et tu vois, et je sais que c'est des phrases où j'ai oublié comment ça s'appelle. Peut-être j'en souviens, soit un film, soit une série avec genre 3 sorcières. Bah, les sœurs Halliwell, Charmed. Le pouvoir des 3, en possiblement fait. Ça. Et il y avait un épisode où elles étaient dans une chambre d'hôpital et où il y avait quelqu'un qui crevait sur un lit d'hôpital et il y avait son âme qui sortait de son corps et les sorcières, elles essaient de remettre son âme dans son corps. Okay. Et moi, j'ai souvenir aussi pareil, genre la chambre d'hôpital et j'étais genre, c'est le pire endroit sur Terre. Et il y avait plein de trucs comme ça où j'ai genre des gros flashs où genre effectivement les tics. On m'a dit, ça, ensuite, si t'en as un, dans 3 semaines, tu peux plus marcher. Et j'étais, oh là 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 là. J'avais peur de marcher dans les fougères. J'y pensais à chaque terrifié, fois. Absolument terrifié. Et en plus, comme j'avais jamais vu à quoi ça ressemblait vraiment, évidemment, je m'étais fait une image d'une sorte de truc vampirisant et donc à chaque fois que je marchais dans la nature, pareil, j'avais trop terrifié. Peur des tiques. Et donc, je me suis rendu compte que, plus tard, à 20 ans, je me suis rendu compte que j'étais très stressé de tout ce qui était lié au corps et à la maladie, genre
tellement tôt. Enfin, vraiment, je m'auscultais déjà. J'avais 14 piges. J'étais déjà en train de checker, genre d'appuyer sur mon ventre, voir qu'est-ce qui était où, machin. Genre les côtes flottantes. Pourquoi j'ai des côtes flottantes? C'est chelou. Genre, c'est drôle. Genre, je pensais que les côtes flottantes, pour moi, j'étais genre, mais ça, c'est pourquoi je crois que j'ai des tumeurs en fait dans mon corps. Et un médecin qui me dit, non, c'est des côtes flottantes, c'est pas des. Tout drôle, le champion. Il y a pas. Enfin, laisse-moi tranquille. Donc ouais, en fait, c'est venu tôt, quoi. Mais t'as une BD à faire là-dessus parce que t'as que des punchlines là que tu me sors qui sont hyper marrantes. Ça me fait penser à une histoire enfant. On avait des étudiants américains qui vivaient quelques mois à la maison, tu vois. J'avais pas de frères et sœurs et ma mère avait trouvé que c'était cool. Et un soir qui nous dit, et comme elle parlait mal français, bah ça a un peu posé problème. Il y a une étude qui est sortie récemment. Apparemment, chaque nuit, on mange 14 araignées parce qu'on dort la bouche ouverte. Et c'était quoi qu'elle voulait dire? Elle voulait dire autre chose. Une bactérie. 14 araignées dans toute une vie. Ah, ok, d'accord. Okay. Et elle a dit et par nuit. Et moi, j'ai fait 3 jours sans pioncer, ouais. Bah oui, bien sûr. J'étais en larmes, bien évidemment, terrassée, et je me rappelle hurler à ma mère, mais tu te rends pas compte, c'est terrifiant, mon sommeil est détruit, quoi, tu vois. Putain, c'est pareil. À un moment donné, je pensais que je pouvais plus avaler les trucs. Genre que si je mangeais un truc, j'ai tout fait. Ok. Donc pendant un moment, je n'arrivais plus à avaler de la nourriture. C'est pas fun. Mais j'avais genre 9 ans, quoi. Enfin, personne fait ça. Genre mes parents, ils étaient, mais qu'est-ce que tu fous? C'est des haricots, quoi. Mâche, c'est aval, imbécile. Genre vraiment, c'était simple. Mais il y a tous les trucs liés au corps, le machin. C'est. En fait, je me dis, c'est venu vite, quoi. Tout part du fait qu'à 5 ans, tu comprenais pas encore le second degré. Et si t'avais compris la petite blagounette, c'était même pas une vanne morbide de ton père, c'était une petite blagounette. On avait dû voir dans un bouquin, tu vois, pour enfants, le genre d'histoire, la gangrène, et il avait dû me dire, je vais faire une petite référence à ça va me faire marrer. Et genre 20 ans plus tard, c'est genre, si seulement il avait su, tu vois. C'est clair. Tu sais, à taper contre le carreau avec la musique d'Interstellar. Et voilà, et du coup, je fais de la musique. Oui, ça commence à faire sens dans ma tête. Donc, tu passes une enfance avec plein de petits stress comme ça. Tu expliques ça comment, cet état de nervosité? Est-ce qu'à la maison, c'était compliqué? J'avais pas l'impression d'être stressé, en fait. Genre, oui, tu ressortais tout comme ça. Je me suis rendu compte à 19 ans que j'étais quelqu'un de stressé, tu vois. Mais avant, j'étais je suis toujours relativement heureux, mais enfant, j'étais heureux et j'avais pas la moindre idée que c'était du stress. J'avais l'impression d'avoir juste d'être quelqu'un de particulièrement conscient et un peu plus, j'étais suffisamment déjà prétentieux et orgueilleux étant gosse pour me dire, je suis juste plus intelligent que les autres et j'ai plus conscience qu'il y a des trucs qui tournent pas rond. Et donc, je vivais plus comme ça qu'autre chose, tu vois, enfin. Et je pense que, étant enfant, surtout, j'osais même pas en parler, en fait. Je trouve que ils voyaient quand c'est des vrais trucs vénères en mode ne pas pouvoir ingurgiter la nourriture, mais sinon le reste du temps les trucs de gangrène, de tiques, de machin, je leur en parlais même pas, donc c'était mon petit stress tout seul dans ma tête, mais je savais pas que c'était du stress. Pour moi c'était juste c'est un vrai problème, c'est un vrai danger, tu vois, genre je sais pas, quand t'es gosse t'as l'impression que les sables mouvants c'est un vrai problème, tu vois, que c'était pareil, tu vois. Ah bah bien sûr. Tu penses ces trucs là et tu les fous sur un piédestal de dangerosité. Et je le vivais comme ça, il y a ces problèmes là, mais j'en parle pas parce que t'as pas la maturité émotionnelle à l'époque pour exprimer ce genre de choses. Je parle pas de ça, tu peux me parler de je sais pas. Bien sûr. Et ouais, mais en fait, là, je me rends compte, il y a d'autres trucs en plus. Il y avait où je sais pas, chez le pédiatre, il m'avait dit que je faisais une puberté précoce, donc il m'avait dit, en vrai, du coup, ça veut dire qu'en fait, tu grandis trop vite, trop jeune, et donc tu vas faire 1m50 et tu vas t'arrêter là, quoi. J'ai eu exactement l'inverse. C'est dingue. Ah, t'as grandi très tard et ils t'ont dit, tu vas faire 1m50 parce que tu grandis pas. Ouais. Moi, c'était l'inverse. Je grandissais trop vite. Okay. Et en gros, t'as un os dans le coude qui te dit, et genre, en gros, tu fais une radio et il te dit s'il est déjà à telle taille, s'il prend déjà tel espace dans ton corps, ça veut dire que c'est terminé, que tu vas plus grandir, quoi. Sauf qu'ils m'ont dit ça, j'étais en CE2. Donc, j'étais genre, ou je sais pas, en 6e, tu vois, ils m'ont dit tu vas être minuscule, tu vas être tout petit, quoi. Et pareil, je passais 3 jours à penser qu'à ça avant les résultats et tout. Et en fait, non, tout allait bien. Mais, et il y a eu plein de trucs comme ça, là. Je sais pas pourquoi je trouve ça tellement rigolo, je me tape des barres avec ce Mais c'est rigolo, moi, genre, objectivement. Ce que je suis en train de me dire, si ça se trouve, les gens qui écoutent vont dire, mais Pauline, c'est que des trucs morbides et toi, tu te tapes Non, c'est drôle à fond. Moi, je trouve que mon hypocondrie, quand tu regardes en arrière, c'est ridicule, mais moi, les trucs. Moi, j'ai pleuré parce que, alors, j'ai eu ce truc-là, moi, à l'inverse, je n'ai jamais fait de poussée de croissance. Donc, durant 2 ans, j'ai grandi de genre 2 centimètres, tu vois.
Et j'ai été à l'hôpital pour faire des tests. J'ai une piqûre dans les fesses. Mince. J'ai été jusque-là et ça fait vachement mal. Et pourquoi faire? Pour juste te faire grandir? Pour savoir s'il fallait pas que j'ai un traitement, machin et tout. Ouais. Et en fait, au final, je suis 1m63 et demi. J'ai tranquille. Une taille normale. Ouais. J'ai une taille normale. Je me rappelle avoir chialé des heures parce que j'avais qu'un sein qui poussait sur 2. Okay. Ce qui me faisait vraiment chier, pareil en 6e. Et vraiment, tout mon monde, mais je me rappelle hurler, mais tu te rends pas compte? C'est en mode, mais réveillez-vous. Mais ça, je peux comprendre, en vrai. En vrai, de fou, ça doit être stressant. Ça doit être stressant à fond. Alors, je comprends. Mais c'est drôle quand tu y repenses tous ces trucs-là où vraiment tu secoues tes parents en mode, mais vous ne vous rendez pas compte à quel point c'est terrifiant. Alors le nombre de fois où je l'ai fait, mais ensuite, par la suite, où j'étais complètement interloqué de l'absence de conscience, de réaction de mes proches. Où vous comprenez vraiment pas ce qui se passe là, genre c'est grave. Ouais, et on va en parler. Toi, en plus, à l'adolescence, il y a quelque chose qui va bouleverser ta vie et qui va renforcer tout ça et aussi renforcer ton anxiété généralisée. Ouais, ça va pas aider ça. Ta maman a un cancer, c'est ça? Ma mère, elle a eu un cancer quand j'étais en 4e, un truc comme ça. Elle a fumé en gros quand elle était jeune. Elle a arrêté très jeune, genre elle a arrêté, je pense à la grossesse de mon frère, même avant quoi, la grossesse de mon frère quoi. Juste au moment où elle a découvert la grossesse, elle a arrêté de fumer. Et elle a plus jamais fumé entre temps, mais elle a quand même eu un cancer à cause de ça. Donc elle a eu un cancer de ça 22, 23 ans plus tard. Et donc moi je suis en 4e, elle on découvre qu'elle a un cancer et genre elle est morte 3 ans plus tard, donc quand j'étais en seconde. Et je pense que bizarrement cette période-là de ma vie de 3 ans, ça n'a pas été une grande période d'inquiétude par rapport à moi, où je pense que classique, hein, je me projetais beaucoup sur ce qu'elle avait et je m'inquiétais beaucoup pour elle, mais du coup je m'observais peu quoi. À ce moment-là, j'étais pas en mode OK, j'ai ça, c'est bizarre. OK, bien ça sûr, c'est bizarre. Ce qui est logique, mon père, il est décédé aussi, tu sais, d'un cancer parce qu'il a fumé aussi. Il y a même un truc un peu étonnant, c'est qu'on bloque presque ses propres émotions pour se mettre au service de l'autre. Ouais, tout à fait. Complètement. Et en plus de ça, il y a un truc où en fait pendant cette période-là de 3 ans, j'étais encore au stade où en fait tu ne mourrais pas d'un cancer. Où j'avais des amis qui avaient eu des parents qui en avaient eu et ils étaient en vie, tu vois. Genre tout roulait, enfin genre j'étais elle va avoir un cancer, elle va être soignée et puis dans 2 ans on passera à autre chose quoi. Et puis ta maman était jeune, alors on devait lui dire que j'ai appris après qu'on lui avait dit dès le départ, ça sent pas bon en vrai. Mais et bizarrement elle a été en rémission une fois et puis c'est reparti quoi et puis elle est décédée. Mais du coup à ce moment-là moi j'avais un pote dont la mère avait un cancer du sein. Et la mère, je la voyais tous les 2-3 jours quand j'allais chez lui, machin. Et elle était en pleine forme, tu vois, tout allait bien, elle avait été soignée et elle continuait sa vie. Et puis on te donne pas le même taux d'information quand t'as 14 ans. On m'a rien dit. Et ils ont bien fait, hein, ils ont fait gaffe, mais ils ont juste dit, elle va être soignée, et puis voilà, quoi. Point. Sauf que je savais pas que c'est que dès le début, c'était grave. Et finalement, effectivement, elle a réussi à être soignée une fois, mais c'était... Mais tu sais, parfois, je crois que on le sait sans le savoir aussi. Il y a une sorte d'intuition qu'on a tous en tant qu'être humain. Et moi, mon père, pareil, il a été en rémission une première fois et 1 an et demi après, c'était terminé. Il m'a menti en disant que tout allait bien, qu'il faisait son traitement. En fait, il a pas fait la 2e fois le traitement. Tout ça, je le savais à l'intérieur. Moi, j'en savais rien. Mais je le savais pas avec le cerveau, j'y croyais, mais dans le fond, j'avais une sorte de boule en moi inexplicable et je crois avec le recul que je le savais, c'est ce que je veux dire, tu vois. Je comprends. Ouais, honnêtement, j'ai pas eu tout ça. J'étais trop j'ai compris qu'elle allait mourir 1 semaine avant qu'elle meure. D'accord, OK, autant pour moi. Comme mon père nous l'a dit, quoi. Il nous a dit honnêtement. Après, il nous a dit, elle va passer en soins palliatifs et tout. Donc j'étais apparemment, de ce qu'il nous disait, c'est elle va passer 5-6 mois à la maison avec nous et voilà. Et en fait, non, 1 semaine après, elle était décédée, quoi. Et je pense, après ça, j'ai commencé à développer des trucs vénères. Vraiment vénères d'hypocondrie, où en fait, là, le mot cancer est devenu, en gros, le gros sous-titre de mes années au lycée, etc., au lycée, et puis encore ensuite et jusqu'à aujourd'hui, où c'est devenu littéralement relativement
étranger et chelou avant où j'avais peur de la maladie et des trucs du corps, mais des trucs beaucoup plus flous et enfantins. Et à partir de ce moment-là, ça commence à être c'est cette maladie-là, c'est cette maladie-là dont il faut avoir peur. Okay. Et maintenant, en gros, j'ai même pas vraiment peur d'autres maladies que ça. Hein. J'ai peur que du cancer. Genre, c'est le truc qui me terrifie et où je vais y penser, tu vois, plus ou moins une fois par jour, quoi. À un moment donné, si j'ai la moindre chose où je me dis, il y a un truc chelou là sur mon corps, où je sens un truc chelou, je suis genre, ça doit être un cancer. Et après, ça peut partir en 30 secondes, mais où il y a des fois où même si aujourd'hui je contrôle un peu mieux le truc, avant c'était au moment où je pense à ça devient spirale et ensuite tu passes 2 mois genre ça doit être mais épuisant quand tu sais que t'as carrément une pensée morbide comme ça par jour, parfois minimum. Ouais, bah c'est des gros rushs de panique, t'es genre ça y est, genre ça y est. Et ensuite c'est genre en particulier à partir de l'âge adulte où t'es responsable de toi, c'est genre Doctolib, prendre rendez-vous une semaine plus tard chez le médecin, ou même idéalement 2 jours plus tard chez le médecin. Et entre-temps, tous les jours, je fais penser à ça, tu vois. Et comment est-ce que donc tu passes tes années lycée, tout d'un coup, t'as ce mot cancer qui devient extrêmement concret à un âge où pourtant la mort n'existe pas vraiment. On perd ses grands-parents, mais c'est à peu près tout, quoi. Toi, t'expérimentes quelque chose que les autres n'expérimentent pas. Comment est-ce que tu fais à l'époque pour gérer ça? Je pense que je l'ai pas géré. Je l'ai très mal géré. En vrai, objectivement, j'étais. Je le montrais pas. Une nouvelle fois, je le montrais pas. Je pense que et surtout que personne n'était à notre âge. On n'était pas forcément. Et même pareil, tu vois, il y avait pas encore vraiment d'Instagram, il y avait pas encore TikTok, il y avait pas encore des sphères genre pseudo-informationnelles qui nous permettaient de trouver, on va dire, d'autres gens qui avaient la même chose, même si c'est ça c'est gros défauts, mais il y avait cet avantage là, c'est que parfois tu dis ah marrant ce truc là. TikTok, moi c'est mon encyclopédie pour beaucoup de choses, hein. J'ai appris plein de trucs dessus. Honnêtement, je sais, moi c'est pareil, mais je sais pas trop quoi en penser. Je sais pas, c'est une bonne nouvelle, mais la réalité c'est que au lycée, moi j'avais à peine Facebook, j'avais pas Instagram, j'avais pas TikTok machin. Donc l'hypocondrie, je savais même pas mettre vraiment un mot dessus. Je savais juste que j'étais extrêmement inquiet, mais pour moi c'était juste une conséquence directe de la mort de ma mère. Donc pour moi c'était même pas un problème autre chose que il y a vraiment des vrais trucs dangereux qui se baladent partout et ça peut être pour ma gueule. Et t'as remarqué que ça a commencé à se développer cette hypocondrie à ce moment-là par des trucs concrets? Ouais. Tu te rappelles? En gros, à partir de quelques mois après la mort de ma mère, j'ai eu une sinusite chronique. Et une sinusite chronique, c'est pas grave du tout. Mais une sinusite chronique, les symptômes, c'est mal de crâne, fatigue, et voilà. Okay. Et donc, à partir de ce moment-là, j'ai eu ces premiers symptômes, j'ai un cancer du cerveau. J'y ai pensé pendant des mois et des mois et des mois. Genre, je ne pensais qu'à ça. Et t'osais peut-être pas le dire en mode, ça va devenir concret si j'en parle aux adultes? J'ai commencé à m'en parler à mon père. Okay. Mais que à mon père et genre, je lui disais, tu comprends pas. Genre là, j'ai un mal de crâne. Mais au début, il a essayé de gérer ça en mode je suis allé voir un médecin traitant, tu me dis mais c'est probablement une sinusite, ORL, c'est une sinusite, et au moment où j'ai un oreille qui m'a dit c'est une sinusite, j'étais presque soulagé d'avoir un truc chronique et j'étais OK, mon truc à moi c'est ça, et ma maladie ça va être ça et j'aurai pas autre chose. Genre moi j'ai ça et les autres trucs graves c'est pour les autres gens et trop bien, j'ai mon créneau parce que statistiquement c'est peu probable que j'ai et ça et plus un autre truc voilà. Donc il y a eu ça, sauf qu'en fait c'est ce que je ne savais pas, c'est que je somatisais à full balle, j'étais en stress en permanence. Donc en fait tous les 4 mois je développais un nouveau symptôme, de nouveaux trucs, genre mal de ventre régulier, bon gros truc classique, je sais pas même genre des mal aux muscles, des trucs comme ça. Mais enfin je faisais des trucs de fou dingo. En vrai, genre dès que si j'avais mal au ventre, je m'appuyais partout sur mon ventre en permanence, où je m'obligeais à manger mal pour tester mon estomac quoi. Genre quand t'es hypocondriaque, le truc c'est que tu t'auto-testes. Okay. Les autres gens, t'as pas confiance dans les médecins, dans ce qu'ils te disent, tu penses qu'ils sont pas allés suffisamment loin dans leur examen médical, donc toi tu vas te tester à leur place, donc ça veut dire OK, j'ai peur d'avoir une connerie au ventre, je vais bouffer comme un porc, je vais manger 5 kebabs par semaine, plaquettes de chocolat machin. Comme ça, genre si jamais j'ai vraiment un gros problème, mon estomac il va lâcher et je serai obligé d'aller à l'hôpital ou machin, un truc comme ça. Okay. C'est comme ça que tu vois un peu, enfin pas, je sais pas pour les autres gens. Ouais, moi c'est comme ça que je voyais les choses. Ouais. Et pendant tout le lycée, ça a été ça. En prépa, ça a été ça. Et même encore, il y a peu de temps. Hein. Donc ça prenait quand même une place énorme dans ta tête. C'est toutes ces batteries de tests en fait que tu faisais sur toi. Mais sans le montrer en vrai, enfin les gens étaient relativement pas au courant de ça jusqu'à il y a peu de temps où je commençais à le dire, où j'ai commencé à être plus cynique sur le truc
et à en rigoler et à le dire très honnêtement à mes potes et trucs comme ça. Donc ils se foutent de ma gueule, et ce qui est agréable, c'est que ça permet de dédramatiser la chose assez c'est vénère. ce que j'allais dire, et de prendre un peu de distance par moment au avec lycée, ce que tu vis, quoi. Au lycée prépa, il y a pas de distance parce que j'en parle pas, quoi. Je dis absolument rien. Il y a peut-être ma copine de l'époque qui est au courant. En vrai, c'est horrible, mais que ce soit au lycée ou en prépa, mais ma copine du lycée ou ma copine de prépa, les deux, elles ont dû jouer le rôle d'infirmière, quoi, alors qu'elles avaient mon âge, tu vois. Elles avaient entre 15 et 18 piges ou entre 18 et 20 piges, et elles devaient jouer ce rôle de ça va, tout roule, tout va bien. Et alors que il y avait des périodes genre entière où je disais à ma copine au lycée, je peux pas te voir là parce que je suis malade, je pense, je suis malade gravement et il faut que je sois tout seul et machin. Et c'était déceinte. Mais c'était littéralement, genre en vrai, honnêtement, la maturité qu'il fallait pour se prendre ça dans la tronche, l'accepter et quand même essayer. Enfin, c'était vraiment des belles personnes. Je suis sortie avec un mec qui avait des TOC. Je vois très très bien ce que ça implique d'être à côté, de pas savoir comment gérer, essayer de soulager l'autre, ouais. Limite aller un peu trop dans son sens, donc renforcer le truc alors que tu voulais pas. Enfin, c'est pas évident. C'est ingrat de ouf parce que en plus leur boulot en tant que personne saine d'esprit et mature et tout comme ça. J'ai pas dit ça de moi. Hein. Moi c'était le cas. Enfin, honnêtement, elles étaient tellement smart et tellement genre émotionnellement et intellectuellement genre ultra impressionnantes. Des femmes, quoi. Elles doivent te dire tout va bien. Toi, tu leur en veux parce que tu leur dis vous comprenez pas, tout ne va pas bien, et si elles te disent ok, peut-être que tout va pas bien, tu dis mais comment tu peux dire ça, quoi. Oui, c'est la pire position dans laquelle être qu'avoir à avoir ce boulot, c'est la pire chose au monde. Mais du coup, je faisais des trucs mais de fou furieux. Je pensais avoir des maladies musculaires, donc je m'obligeais. Je fais pas mal de sport parce que comme tu t'as pas confiance en ton corps, tu te prépares. Tu vois, je bois pas d'alcool. Pour cette raison-là. Je bois pas d'alcool pour cette raison, bien sûr. J'ai peur d'avoir je fume pas pour cette raison, pas de drogue pour cette raison, et je fais du sport pour cette raison. Mais du coup, il y a des moments où j'avais peur d'avoir des maladies musculaires, tu vois, et où je m'obligeais à faire des tests musculaires de fou furieux, où je faisais des pompes sur les doigts, où genre je faisais des tractions sur les doigts, c'est comme ça, parce que je me disais si jamais j'ai une maladie musculaire, elle va partir des extrémités, donc il faut que je teste mes muscles des mains. Et j'allais chez le médecin en mode j'ai mal aux doigts. Et je lui ai expliqué, elle me disait bah oui mais arrête de faire des pompes sur les doigts, si t'es sûr que oui t'as mal aux doigts, c'est logique. Mais par contre champion d'escalade mec, enfin tu te rends pas compte des skills. J'ai développé de ces skills. À un moment j'étais musclé des mains comme un fou furieux, mais tu te fais du mal un peu aussi. Oui, on prépare un mec en même temps. Genre objectivement tu te fais du mal, quoi. Genre bah ouais, non mais là mais c'est terrible les tendinites. Alors je t'imagine hyper fort en escalade et batteur dans une autre vie, mais enfin quand même c'est terrible. Non, j'ai fait la partie ridicule. J'ai pas fait la partie comment exploiter ça à son plein potentiel. Ouais, c'est ça un peu le souci de tout ça. Et ouais, c'est des longues périodes, surtout c'est des 1 mois, 2 mois, 3 mois, et tu fais ça à l'infini jusqu'à ce qu'on te dise, jusqu'au rendez-vous médical final où tu sais t'as fait les tests, les prises de sang, les machins, et on te dit tu n'as rien. Et là c'est genre et t'es genre super, je vais pouvoir reprendre ma vie. Tu fais genre tout roule. Mais ça te satisfait pas totalement quand on dit que t'as rien, non? Alors si, mais c'est au bout d'une période, au bout de je sais pas combien de rendez-vous, quand j'ai vu 2 médecins, 3 médecins différents et qu'il y en a un qui m'a prescrit des prises de sang et que tout allait bien, j'ai c'est bon, il y a tout qui roule. Voilà. Donc là, tu pars sur une autoroute du bonheur pendant au moins 2 à 3 mois. Ouais, mais c'est vrai, t'as un truc vraiment euphorique, tu vois, t'es genre ok, tout roule, la vie est belle, super, je vais pouvoir regarder des films, ça va être trop bien, et mais c'est vrai que c'est chelou parce que c'est pas long, quoi, c'est 2-3 mois, un truc comme ça. C'est épuisant, encore une fois, je te jure, je me dis mais l'énergie qu'on déploie là-dedans. Ouais. Et l'énergie que tu ne peux pas dans le reste, c'est plus ça le problème, c'est sûr. que tu niques le reste de tes journées. Grave. Où t'es censé travailler, t'es censé faire des trucs et finalement tu penses qu'à ça. Et mais en vrai il y a je sais pas, il y a un monde dans lequel là depuis quelque temps, le fait que des gens autour de moi ont ça, genre même dans dans mes musiciens avec qui je suis sur scène, donc on est une équipe de 5 et qu'on j'ai rencontré il y a pas longtemps, tu vois, il y a en septembre, on a commencé à travailler en septembre parce que la tournée a commencé en octobre, donc on a commencé à travailler en septembre, et il y a un garçon qui s'appelle Kevin dans mon groupe du coup, et Kevin il est ultra hypondriaque. Et c'est un bonheur. C'est un bonheur de, tu sais, mais en vrai, je sais pas si moi je suis contagieux en vrai de ça, parce que genre la personne avec qui je fais mon album qui s'appelle Alexis Delon,
j'ai l'impression qu'il était relativement safe dans sa tête avant qu'on commence à bosser l'album ensemble. Et entre temps, il est devenu assez hypocondriaque. Genre, il est devenu assez inquiet. Mais il y a un côté très agréable de pouvoir en mettre, moi, prendre un peu de recul et me décentrer. Et après, je suis quelqu'un de très égoïste, mais pour essayer de tu vois, quand t'es hypocondriaque, t'es un peu ça, tu te regardes et tout. Okay. Mais du coup, quand c'est les autres gens qui sont hypocondriaques, ce qui est agréable, c'est que tu te décentres et que tu penses à eux et que tu t'inquiètes pas pour eux parce que tu sais qu'ils ont rien, mais tu leur expliques. Ça doit être très intéressant de voir la chose se produire sur quelqu'un d'autre et de dire ce que tu viens de dire. Tu sais très bien qu'il a rien. Ouais, c'est trop chelou. De voir chez l'autre et d'être ultra rassurant parce que tu sais que dans le fond c'est con. Mais alors t'arrives pas à te le retranscrire sur toi. Je trouve que c'est génial et ça s'applique à tellement de trucs. Tu sais, la question du poids, de prendre de l'âge. Enfin, il y a tellement de nervosité. De fou. Il y a tellement de. Je suis d'accord. Hein, c'est cette sorte d'asymétrie de ouf entre ton rapport à toi-même et ton rapport aux autres sur les mêmes sujets. C'est intéressant. Où t'es tout à fait capable d'être rationnel et d'être observateur et rassurant pour les autres gens et ça ne marche pas avec toi. Bah typiquement les mecs, moi je conseille tellement bien mes copines et je n'applique absolument aucun de mes conseils. je suis pas à ton niveau d'hypocondrie, mais on en parlait avant et on rigolait parce que moi j'ai ce petit truc là aussi. Chez moi c'est un petit truc, chez toi ça prend vraiment de l'ampleur. Mais par exemple, moi je fumais. En fumant chaque clope, je me disais, je suis en train de me provoquer un cancer, je me déteste, pourquoi est-ce que je fais ça? Et je reprenais une clope, toujours en me disant exactement la même chose, comme si je provoquais quelque chose en me disant, bah tu vois, t'avais raison de penser que t'avais ce problème-là puisque tu l'as. Ouais, bien sûr. Et donc à chaque clope, énorme mal de gorge le lendemain. Somatisé à full balle, quoi. Je somatise. Plus et en c'est fait, de la clope, donc ça doit faire mal. Exactement. mais j'ai appris que cet été que les autres n'avaient pas mal à la gorge bien sûr. À chaque lendemain de soirée. Ouais. Et moi, je somatisais, comme tu dis. Et à chaque fois, je me disais, bah voilà, je me déteste, je suis une horreur, ça y est, je vais faire comme mon père et je recommençais. Et pour plein de choses, c'est le cas. Tu fumes encore aujourd'hui? J'ai arrêté il y a 7 semaines et demie. Ouais. Bravo. C'est trop bien. Je suis contente pour l'instant, j'espère que ça va rester. Je me suis réveillée à 3h du mat un soir et je me suis entendue me parler, c'était assez terrifiant comme expérience parce que j'ai pas entendu des fantômes ou un ange gardien, genre je me suis parlé dans ma tête et je me suis dit si tu continues à fumer Pauline, tu vas mourir. Et je me suis rendormie et le lendemain j'ai arrêté. Bonne nuit. À demain. C'est mon ASMR à moi. Donc c'est marrant, toi t'as rien fait tout ça, pas l'alcool et tout. Écoute, plutôt pas mal, tu vois, parce que moi mon exemple il est un peu plus pourri dans le genre, quoi. Mais par contre, entre temps, tu vois, je sais plus quelle. Mais j'ai pas pris de drogue pour pas devenir schizophrène en revanche. Ouais, mais pareil, tu vois, moi je pensais que j'étais schizo quand j'étais full. Mais quand j'ai commencé à avoir même des stress de maladies santé mentale, etc. J'étais ah non merde, mais non. Enfin ça m'a saoulé parce que j'étais non mon truc à moi c'est corporel, c'est les trucs en mode trucs simples, clairs. Genre si je commence à stresser pour des trucs beaucoup plus flous et beaucoup qui sont c'est infini en fait. Ça, je me dis merde, c'est pas possible. Et donc quand j'ai commencé à taper sur Doctissimo schizophrénie, j'étais là franchement t'exagères vraiment. C'est chiant parce que tout me correspond. et jusqu'à ce que je sais plus quelle la psy que j'ai vue à cause de ça machin en prépa ou truc comme ça m'a dit non c'est toujours la même chose en fait, t'es hypocondriaque à un level où effectivement ça te rend t'as l'impression de déphaser complètement, d'être complètement mais parce que en fait une nouvelle fois tu te concentres sur les symptômes qui sont même plus uniquement de l'ordre de ton estomac, ta jambe ou ton truc, c'est tout en même temps, ce qui fait que tu déphases et que tu te détaches complètement de la réalité, ce qui fait que t'as l'impression d'être schizo parce que t'es dans ta tête en fait, tu te parles tout seul dans ta tête, mais il y a rien, tout roule, t'es en pleine. En fait, c'est ça, le seul truc que t'as réellement et concrètement, c'est de l'anxiété généralisée. Ouais, de fou, c'est ça qu'on m'a diagnostiqué. et j'étais, mais honnêtement, quand on me l'a dit, j'étais, ça fait plaisir. Au moins, c'est clair et net. J'ai un petit truc à moi. Mais j'étais même pas content d'avoir une maladie. J'étais juste en mode, au moins c'est clair et net. Ouais. Et maintenant, je peux foutre tout ce que j'ai sur le dos de cette maladie. Et en vrai, ça a tenu genre 2 ans. Et ensuite, je suis reparti dans les trucs hypocondriaques. Mais maintenant, je gère mieux en vrai. Maintenant, je gère un peu mieux. J'ai peur tout le temps, mais c'est beaucoup plus sous-marin. Et rampant, c'est plus le bon terme. J'ai pas des crises d'hypocondrie en mode il faut que j'aille voir tous les médecins de la terre. C'est juste de temps en temps je suis genre il faudrait que j'aille voir un médecin
au cas où, et je m'oblige à me rassurer et à plus même taper, à faire mes recherches sur internet que je faisais vraiment tous les 2 jours. T'es bien parti, effectivement. Si t'en es à ce stade-là, moi, ça m'étonnerait pas qu'un jour tu réalises, oh putain, ça fait 3 jours que j'y ai pas pensé, et que ça se désintègre comme ça. Je suis juste moins, j'ai un peu ça. Maintenant, en vrai, j'ai plus les périodes de 2 mois où je vais penser qu'à un truc et me dire c'est très grave, où je vais penser qu'il y a un truc, mais juste, je vais moins me focaliser dessus. Et je vais un peu plus faire confiance au mec. Tu vois, je veux pas dire que je suis en grosse gestion du truc, genre le 31. Là, on est quel jour? On est le 6. On est le 6 janvier quand on enregistre le podcast. Nous sommes le 6 janvier. On est le 6 janvier. Le 31 à 17h45, j'étais chez le médecin, tu vois. Genre, en vrai, je suis pas non plus en plein contrôle du truc, mais ça fait 6 jours. Il y a un côté, déjà, j'agresse moins mes proches avec ce truc. Genre, je suis moins en permanence à tanner les gens avec ça. Et où je le dis de manière beaucoup plus rigolote, où j'en parle avec plus de recul, et en mode il y a probablement rien du tout. Et surtout, en fait, à un moment, t'as un nombre d'organes et de symptômes assez limité, tu vois, tu peux pas tout ressentir tout le temps. Et c'est des trucs que j'ai déjà ressentis dans ma vie. Et je suis genre, ça, tu l'as déjà eu quand t'étais en stress la dernière fois, il y a pas de souci. Ça, tu l'as déjà eu à telle période, il y a pas de souci. Donc maintenant, je suis un peu en mode, là, tu somatises. T'as déjà eu ce truc-là, les fourmis dans les mains, tu as déjà eu quand t'étais en panique, le mal de ventre, tu l'as déjà eu, les mal de nuque, d'épaule, tu l'as déjà eu, sensation d'être un peu dans le flou, tu l'as déjà eu, t'es juste fatigué, faut que tu pionces. Donc c'est juste qu'en fait j'ai déjà tout ressenti plus ou moins, où je me suis déjà posé la question sur tous les symptômes que je pourrais ressentir aujourd'hui dans ma vie. Mais je te jure que j'ai la sensation que ça commence à être le bout du tunnel, vraiment ce que tu me dis, parce que moi j'ai eu des TOC durant 1 an quand j'étais en 5e. Et à la fin, juste avant que ça s'arrête totalement, je commençais à prendre du recul dessus, où j'arrivais à comprendre que c'était une partie de mon cerveau. En fait, une partie de mon cerveau parlait à l'autre. Okay. C'est-à-dire que je commençais à me dire... Alors moi, j'ai un TOC très très bizarre, mais c'était horrible. J'avais l'impression que tous mes vêtements étaient humides et la sensation était insupportable. Quelle horreur! Et c'était insupportable et j'en pleurais. Désolé, c'est pas rigolo. C'est un peu rigolo quand même. Bah tu vois. C'est genre, mais c'est humide cette merde, mais pas possible. Mais j'engueulais ma mère et tout en mode, mais tu te rends pas compte. C'est encore humide. Donc tous les matins, j'avais mon sèche-cheveux et je séchais mes petites culottes. Et mes chaussettes, parce que je me disais, à minima, au moins ça de sec, tu vois, parce que mais t'avais la sensation que c'était sec après ou pas? Oui, mais bon, au bout de 30 minutes de séchoir, Inch'Allah, tu vois. Bien sûr, ouais. Et un jour, tout ça pour te dire qu'un jour, parce que j'ai été prête à lâcher ce truc-là, j'ai commencé à me dire, ok, tu sais quoi, c'est humide. Au pire, c'est pas grave, tu vas mettre ta petite culotte quand même. Et puis et en fait, le fait que mon cerveau raisonne l'autre partie du cerveau, ça a été le début de la fin de stock pour moi. Et je crois que c'est... Tu vois, comme pourquoi je me tape des barres depuis tout à l'heure en t'écoutant. J'ai jamais eu trop de TOC, genre Oh bah encore heureux, je sais pas, mec, non, mais je sais pas je sais pas ce que c'est, tu vois, exactement un TOC. Et du coup, c'était ça pour moi. Ok, d'accord, voilà, c'est ça, parce qu'en fait, j'ai pas vraiment conscience de ce que c'est. Et donc, le fait, ça peut être ça, c'est horrible, c'est hilarant, mais c'est horrible. Et sur ma mère qui était là, mais c'est pas humide. J'étais là, mais tu ne te rends pas compte, mais enfin, mais retouche. Redescends sur terre, c'est humide, en fait. Réveille-toi. La condescendance, en plus, tu te rends compte. Mais t'es complètement conne ou quoi? Mais en fait, je te dis que c'est humide. À Noël, là, ma mère était là 3 jours et moi, mon linge, il met du temps à sécher. On est à Paris et en hiver, il met 3 jours, genre, à sécher. Moi, à sa place, je me serais vengé. Genre, j'aurais pris un peu de cette d'eau dans un verre et j'aurais foutu un peu de flotte sur les trucs en mode, allez, débrouille-toi avec ça maintenant. Non, pire que ça. Elle a commencé à replier mon linge dès le lendemain. J'étais en mode, mais t'es malade! Tu vois, le truc qui est reparti. Ouais, c'est mignon, c'est gentil, 40. Juste là, pour le coup, c'est vraiment humide. Là, c'est vraiment humide, en fait. Et moi, je me suis dit, c'est pas possible. La boucle temporelle, quoi. Bon, tout ça pour dire que tu comprends pourquoi je me tape des barres sur tes problèmes depuis tout à l'heure. Mais chacun a ses trucs chelous à la mort, en vrai. Mais je reviens à notre sujet. Réellement, je pense que le fait que tu te dises, ok, je ressens ça, bah, je l'accepte, je le ressens, mais je me rappelle que je l'ai déjà vécu. Et c'est une grosse étape de passer, hein. Parce qu'avant ça, t'étais dans ta spirale, il y avait rien dans ton cerveau qui arrivait à jouer sur le sujet. C'est une grosse étape, mais en même temps, il y a toujours des trucs vénères à des moments. Genre, il y a 8 mois, un truc comme ça.
je suis allé à l'hôpital. Je suis allé à l'hôpital parce que je pensais que je faisais une crise cardiaque, tu vois. Et non, j'avais juste un méga nœud à cause du sport, j'en sais rien, dans le dos, qui faisait que dès que je respirais, j'avais vraiment une douleur traversante et tout. Et là, je fais une crise cardiaque, mais maintenant que je suis en contrôle, je sais que là, j'ai un vrai truc. Donc, je vais à l'hôpital, et ils me disent, mais t'as que dalle. Et là, j'ai pris un bon gros coup de karma de rappel de l'univers qui m'a foutu un staphylocoque doré. J'ai chopé à l'hôpital. Mais c'est cata, par contre, le staphylocoque. Bah après, j'ai vite compris qu'il y avait un truc, j'étais full antibiotique et tout, tranquille. Mais juste, j'étais en mode, ok, t'as pas le droit d'aller à l'hôpital dès que t'as mal au dos, quoi, c'est pas possible. En plus, le staphylocoque, ça peut devenir cata. Ça l'a pas été. Ça peut devenir cata, mais moi c'était un staphylocoque en mode, tu sais, c'était de la peau, donc c'est genre juste c'est comme j'avais une mini coupure sur mon corps, et genre ça s'est vite fait infecter, et je l'ai vu direct. Moi j'ai pas attendu, j'ai pris un rendez-vous d'urgence alors que ça ressemblait vraiment à un truc parfaitement normal. Ils m'ont dit, c'est un staphylocoque, antibio et tranquille, tout roule. Putain, j'ai appris il y a pas longtemps que les verrues c'était un type de staphylocoque. Ouais, c'est des bactéries que t'as plein. J'avais envie de le dire. T'inquiète, je suis déjà informé. J'ai déjà toutes les infos sur le sujet. Mais du coup, toi, t'as des petits rappels de vénère. Sur WikiHow. Mais vraiment, t'as des petits rappels ultra vénères t'es quand même hypocondriaque, donc fais gaffe. Ou genre en résidence d'album, ou genre normalement, tu vois, la résidence, c'est un moment ultra apaisé parce que t'es avec tes amis, tu fais de la musique du matin au soir dans une maison au fin fond de je sais pas où, dehors il pleut, à l'intérieur tu fais de la musique, pour moi c'est le cadre absolument parfait. Bon, à part la pluie, c'est un autre débat, on en a parlé avant. Et surtout cette résidence, on était genre dans une maison on était dans une sorte de gîte mais qui était habité par une famille, et ça faisait un peu genre Shining, en mode il y avait une famille de 8 enfants. Et il faisait de la chasse, et à 10h du soir, le daron il revenait le 10h du soir avec sa bagnole, il ouvrait le coffre, il y avait un sanglier dedans, il le foutait sur ses épaules, l'ambiance est bizarre. quand le soir on voyait genre un gosse avec une gigantesque hache dans la main, on était mais qu'est-ce qui se passe? Vraiment on avait peur de crever. Mais c'est juste des cathos. Mais à part ça, je me suis retrouvé le premier soir de cette résidence fantastique à Grail, un curly. Et j'ai senti, il y en avait un qui était un peu pointu, tu vois. Et je me suis dit, ok, là, je me suis ouvert l'œsophage. J'ai une hémorragie interne en ce moment même. Et je peux pas vraiment le communiquer à mes potes parce que ils vont se foutre de ma gueule. Je peux pas aller voir la famille parce qu'ils vont m'ouvrir la gorge à coups de sécateur. Et, je suis au milieu de nulle part, il y a pas d'hôpital, il y a rien. J'étais genre, prépare-toi, c'est potentiellement ta dernière nuit, quoi, tu vois. Et j'ai passé, et tu vois, t'as vraiment des piqûres de rappel t'es quand même très hypocondriaque. Okay. Et même si j'ai moins les trucs qui durent 3 mois, j'ai quand même un stress, Alors, je rétropédale totalement sur tout ce que je viens de te dire. Effectivement, c'est toujours autant, la catastrophe. Non, en vrai, c'est mieux, je suis plus en gestion, mais dans les moments où je pense que je suis assez en stress et je me rends pas trop compte, ça ressort. Ça ressort de ouf. Genre, moi, je sais que je suis quelqu'un de très stressé. Rien que tu vois le débit à laquelle je parle, etc. Mais, moi, j'ai juste l'impression d'être, en forme, tu vois, tout le temps. En fait, non, je suis juste un peu machin. Et quand c'est sa version un peu superlative de ce truc-là, genre j'ai toujours une piqûre de rappel t'as un bon gros stress qui est la maladie. Et ouais, donc c'est clair que ça va mieux. Et ça me pourrit moins la vie pendant des longues périodes, mais c'est toujours là. Là, tu vois, là j'ai un truc dans mon corps où je suis genre, là, il y a un truc qui tourne pas. Ouais, toi, en fait, ça ressort comme ça, quoi. Ça ressort comme ça. Moi, je me suis provoqué plusieurs maladies en somatisant à force de, tu vois. Ouais. Et je pense qu'on a chacun notre manière d'évoluer dans ce monde de fous furieux. Et toi, ça ressort comme ça. Ouais, c'est vrai. C'est ton acné hormonal à toi. C'est moi. Pas et j'ai eu de l'acné en plus. Hein. Je préfère l'acné. Hein. C'était plus... Non, c'était pas vénère. Ça va. Ça va. Il y a des gens qui ont de l'acné vénère. C'est vraiment pas rigolo. Oh. Mais... je suis d'accord que ça vient par pousser en vrai. Tu vois que les boutons c'était pas si déconnant comme analogie. C'est littéralement pas si déconnant. Mais en vrai, c'est genre, c'est vrai que ça aurait pas été chiant de mourir à cause d'un curly, genre la honte un peu. Tu vois ce que je veux dire, en mode sur ton épitaphe, c'était le curly de trop. La bonne nouvelle, c'est que je pense ne pas pouvoir crever d'un truc idiot. Parce que je fais tellement attention à tout. Bon, alors, je vais te dire un truc horrible qui va te provoquer de l'angoisse, mais Michel Blanc. On est lundi, le dis pas, vas-y. Je sens que ça va, je vais passer ma semaine. Qu'est-ce qu'il a fait? Michel Blanc, je sais qu'il était hypocondriaque à full balle. C'était un bon gros stressé qui faisait gaffe. À cause de ça. À cause de quoi?
C'est-à-dire il s'est coupé il a graillé un bout de verre. Il a fait tous les 6 mois, il était hypocondriaque, donc il allait à l'hôpital pour se checker. Et il a mal réagi, il a voulu qu'on lui fasse un examen. Et le pauvre a fait une réaction allergique. Un produit anesthésiant, comme ça. Ouais. Donc, non. Détends-toi et fais du yoga. Oh, le con, putain! C'est triste, hein? Oh, mon Dieu! Mais tu vois, c'est ça, je me méfie des anesthésies générales, des trucs comme ça. Faire attention à ça. Ouais, même moi, ça m'a donné la tête qui tourne de te raconter ça. Donc, j'imagine pas comment tu te sens. Oh là là, ça, c'est le coup du sort, c'est horrible. C'est horrible. Et je trouve que c'est très cynique et ouais, c'est une, écoute, tu sais quoi, c'est une piqûre de rappel sans mauvais jeu de mots. C'est horrible ce que tu viens de dire. Putain. Si, avec mauvais jeu de mots. Qu'est-ce que tu racontes? T'as osé dire sans mauvais jeu de mots. Il avait l'air tellement adorable. Il avait l'air adorable, il était stylé, il était hypocondriaque. Moi, j'ai un amour infini pour tous les gens, tous les artistes hypocondriaques. Je les trouve tellement stylés. En vrai, c'est rassurant, c'est aussi, je les trouve, tous les artistes hypocondriaques, j'ai l'impression qu'ils sont stylés, qu'ils font bien ce qu'ils font. Surtout, c'est toujours le petit grain de folie qui te permet de créer aussi, les moments où t'es 100% serein. C'est certain que ce truc-là qui, en vrai, est vécu comme une gigantesque plaie dans ma vie, c'est en vrai une des raisons pour lesquelles je l'ai. Ça, par contre, avec grand plaisir. Validé. Là, ce n'est pas insultant pour Michel Blanc. Et non, mais en gros, quand t'es hypocondriaque, t'as aussi l'impression que tu as crevé à 40 piges. Ouais. T'as l'impression que t'as pas le temps. Mais donc, du coup, il y a une obligation à faire des choses à beaucoup tôt. Parce qu'à chaque fois, moi, vraiment, quand j'avais 18 ans, je pense que je vais pas vivre après mes 30 ans, quoi. Je vais mourir avant. Et du coup, il y a un côté, il y a une pression extrême à faire des choses maintenant et à faire des choses qui t'importent et qui te touchent. Donc en gros, je pense que honnêtement, effectivement, je fais probablement de la musique parce que je veux faire des trucs importants, même si qui restent, parce que en fait, tu dis en vrai d'ici 10 ans, je serai plus là, donc il faut laisser un truc, quoi. Et c'est sûr que ça joue. Toi, t'as fait des études de super études dans une lignée plus classique. Tu as fait l'ESCP. Ouais. Peut-être que sans ça, t'aurais une vie très chouette, mais plus sur la durée, sur une carrière qui te correspondait finalement pas tout à fait. En vrai, de fou. Moi, c'est ça, comme je t'ai dit en off. Pardon, je voulais juste dire ça. Non, mais en gros, j'étais bon élève toute ma vie, donc j'ai fait vraiment tout comme il fallait. Bac S, très bonne prépa, très bonne école, presque dire parce qu'en vrai, ce que t'apprends c'est la merde. Mais sur le principe, en école, en prépa, c'est génial. Oui, t'as fait le chemin classique, pavé. Et j'étais ok, je vais faire ça. Ensuite, je vais faire un double diplôme avec, je sais pas, Sciences Po. Je vais devenir politicard, j'en sais rien, ou journaliste, ou genre en mode je vais être quelqu'un de classe dirigeante et ça va être super. Les gens ils vont voter pour moi à un moment donné, c'est super. Et j'étais ok avec ça. Et avant que je conscientise le fait que j'étais vraiment hypocondriaque, que j'avais un vrai problème avec ça et tout, parce que honnêtement, moi j'étais en mode, j'ai cru que j'avais ultra bien encaissé le décès de ma mère. J'étais genre, je suis un putain de battant, il y a tout qui roule, mes études ça continue d'être de la balle, je suis trop fort. Et à 19 ans, je me suis effondré en prépa, en deuxième année, et effectivement, je pense que où je me suis rendu compte qu'en fait j'étais un bon gros stressé sa mère et que effectivement peur de la mort, peur de machin, peur de la maladie, et où mais je vais pas avoir le temps de faire tout ça là, tout ce que la bonne carrière impeccable CSP++, je vais pas pouvoir la faire, j'aurai pas le temps, je vais crever avant, et donc il faut que je trouve autre chose, quoi. Il faut que je trouve absolument autre chose vite. Et je pense que c'est à partir de ce moment-là où effectivement la musique, j'étais gros auditeur et tout, mais j'étais pas artiste ni rien, je créais pas vraiment de musique. Et c'est à partir de ce moment-là où c'est venu dans ma tête en mode, il va falloir que je trouve un truc dans ce genre-là, vite, et que je devienne bon à ça vite, parce qu'en fait, la carrière classique, ça me correspond pas. Ouais, il y avait une notion d'urgence. Il y avait une notion d'urgence de fou furieux. Et donc, j'ai continué mes études à faire ou bien, mais par contre, à partir de ce moment-là, il y a vraiment une urgence absolue dans ma tête il faut vite que tu trouves une porte de sortie. Et au moment où il y en a une, tu la prends, quoi. Comment est-ce qu'il a géré cette information-là, ton papa? Est-ce qu'il t'a accompagné dans ce choix-là?
Ah oui, complètement, bien sûr. En vrai, c'est vraiment une personne absolument fantastique et qui a l'air en plus bon humour comme on aime. En vrai, c'est quelqu'un d'hilarant, mais à 5 ans. mais surtout quelqu'un de, tu sais, une empathie extrême. Mais par contre, il a vraiment au moment où je suis tombé en prépa et tout dans une sorte qui était pas la dépression, je dis dépression mais c'est pas juste, faut pas utiliser des termes qui sont pas les bons termes, mais anxiété généralisée qui pour moi était dépression parce que j'étais en full j'étais paumé, j'étais complètement déphasé. Ouais, je pense que t'as vécu un truc très dur presque qui ressemble alors c'est pas un burn-out parce que ça a pas fonctionné de la même manière mais tu te désolidarisais, enfin ton cerveau n'était plus présent dans ton corps. J'étais plus là du tout quoi. Genre j'avais l'impression d'être, enfin la sensation c'était vraiment l'impression d'être dans un rêve en permanence où j'étais genre, je marchais dans la rue, ce n'est pas la vraie vie là, c'est trop bizarre. Les choses ne sont pas réelles, les gens ne sont pas réels, ma vie n'est pas, enfin ce que je fais autour de moi, mes proches, il y avait un truc d'extrême solitude et tout. Et en vrai mon père il l'a, oh là là, Berk. Il fait beau. Non, mais il est malade. Quelle horreur. Ce mec est malade mental. Non, en vrai, ce moment-là, il est agréable. T'avais peut-être un peu raison. Ce moment-là, tu sais, le gros soleil avec la pluie et tout, ça c'est un vrai bonheur. Alors, genre, je suis désolée, on a un point de divergence sur la météo. Ouais. Moi, je suis très gros nuage, il pleut, petites éclaircies de temps en temps. Mais ça va, effectivement, ça va pas bien. Hein. Désolé. Tu vas pas bien. Je suis affreusement, ouais, ça va mal. Mais et du coup, non, mon père, il était, tu vois, il était vraiment adorable, mais il comprenait pas trop le moment où j'étais complètement. Il disait, genre, t'as vu une psychologue, elle t'a dit anxiété généralisée, tu sais ce que t'as. Et il me disait, je sais pas comment tu peux t'aider, mais genre, il me disait, moi, honnêtement, je ne peux pas plus t'aider que ça. Genre, je peux être là pour toi, mais tout ce que tu me dis, je l'entends et en même temps, je le comprends pas du tout. Il est très honnête avec ça là-dessus. Il me disait, arrêtez, c'est ta mère, elle était aussi comme ça, vers ton âge, des trucs comme ça. Il me disait, il faut que tu continues à aller voir ta psy. Et moi, j'étais complètement contre ça. Je voulais pas voir de psy. Et même, en vrai, aujourd'hui, je suis toujours assez hermétique à ça. Il est incroyable, ton papa. Mais, du coup, il m'a un peu forcé à voir, etc., une psy. Il s'est fait recommander des gens en mode, il a cherché à envoyer une personne pertinente. Et c'est vrai que la personne que j'ai vue, en rétrospective, était très forte. Il m'a beaucoup aidé. Mais j'ai arrêté de la voir. J'ai fait 4 rendez-vous, je pense, en prépa. Ça m'a énormément aidé. Sauf que je m'en suis pas trop rendu compte. Mais ça m'a beaucoup aidé. Et juste, il m'a accompagné là-dessus et il me disait en vrai honnêtement parce que moi j'étais très je suis un bon élève, je suis solide, je suis quelqu'un de psychologiquement en béton armé et non pas du tout du coup, mais j'étais sûr d'être ultra solide, j'étais mais enfin j'ai pas besoin de ça, tous les mecs, j'ai pas besoin de ça. m'auto-diagnostiquer tout seul, des trucs comme ça. Le grand classique des mecs qui vont mal. Ouais, littéralement. Et il me disait au-delà de ça, je pense qu'il y a des causes que tu comprends pas, il y a des causes que tu n'arrives pas à identifier, comme le fait que t'as l'impression d'être en pleine gestion, mais je sais que tu travailles comme un fou furieux en prépa et t'as l'impression que c'est normal et que c'est stylé de faire ça. Mais si demain t'arrêtes la prépa, c'est ok. Si demain tu rates tes concours, c'est ok. Et moi j'étais mais pourquoi tu dis ça? C'est complètement idiot de dire ça. Ça n'a rien à voir avec ça. Là je pense pas du tout à la prépa. La prépa ça ne me stresse pas. Et en fait il disait je pense ça te stresse mais que tu te rends pas du tout compte. Et en rétrospective pareil, mon meilleur pote qui était mon coloc à l'époque me disait mais tu te rends pas compte, on était meilleurs potes. On n'était pas dans la même prépa par contre. Donc on se retrouvait que le soir et tout et le matin. Et il me disait je rentrais, tu me parlais pas et tu bossais jusqu'à 1h du matin tous les jours. Tu me parlais pas, mais disons que ça a dû te tanner et tout psychologiquement. Et tu sais, il y a un truc, moi, je te fais un diagnostic de comptoir là, mais avec plaisir. J'ai vu pendant 8 ans une psy et puis j'ai échangé avec un mec, etc. Et ce que tu me dis, j'ai l'impression que ça te servirait peut-être pas à l'heure actuelle de voir une psy qui continue de conscientiser ce que tu as dans le cerveau. Il faudrait peut-être plutôt quelque chose qui descende dans ton corps. Je m'explique. J'ai l'impression que toi, ça te ferait vachement de bien de voir un psy spécialiste des émotions. Essayer de comprendre ce que chaque émotion génère comme information dans ton cerveau. Parce que continuer à essayer d'analyser, t'es tellement déjà dans l'analyse. Ton intellect va très vite et je pense que du coup tu es trop dans ton cerveau. C'est simplement qu'en fait si je suis dans un bureau avec une ou un psy, la majorité du temps dans ma tête je suis très cynique, je me fous presque de la gueule de la personne en mode là elle me dit ça ou il me dit ça, je le sais. Comme beaucoup de mecs très intelligents et donc du coup ça vous dessert parce que c'est idiot à full balle parce qu'en vrai c'est juste que c'est un processus et que c'est étape par étape et qu'en vrai le fait de dire ça même si c'est évident là ça c'est pour mener à l'étape suivante. Mais pareil tu vois là je me rends compte tu vois je suis en non mais c'est ce dont je me rends compte tu vois même moi là je pense que j'ai arrêté d'aller voir une psy parce que
à chaque fois que j'ai un comportement, désormais, j'arrive à l'analyser, à le comprendre, à essayer à voir la cause, etc. En revanche, ça m'aide pas à le mettre dans le concret, dans la pierre, tu vois. Ouais. Parce qu'il y a quelque chose de l'ordre des émotions et du ressenti et du besoin de vivre, d'expérimentation, et moi je suis trop dans l'analyse. Ouais. Et je crois que toi, ça te ferait vachement de bien d'aller plutôt vers quelque chose comme ça. Peut-être. Je sors de l'analyse. Je sais plus qui m'avait dit ça, mais c'était la psy que j'ai vue en prépa, la première psy que j'ai vue de ma vie, qui m'avait dit, toi, il faut pas que tu fasses des méditations. Ah ouais? Parce que ouais, elle m'a dit littéralement, je pense que le but c'est quand même d'accepter de pas de faire le vide, mais d'accepter toutes les choses qui te traversent et de les laisser partir. Elle m'a dit, toi, tu vas juste tout accepter et ouais, et juste en fait faire une sorte de gigantesque bouillon de tous les trucs qui te stressent, et tu vas rien évacuer. Elle m'a dit ne fais surtout pas de méditation. Et j'avais trouvé ça très très marrant parce que j'ai l'impression que c'était un peu le go-to de détends-toi, pose-toi sur ton parquet, tu fermes les yeux, machin, et dis-toi ne ferme pas les yeux et essaye pas de faire le vide parce que ça va juste te revenir dans la tronche. Mais moi, ça me rassurait une psy qui dit ça, parce que je me dirais, ok, elle te sort pas des phrases bateau, elle est réellement en train d'analyser, de comprendre les choses et surtout d'adapter en fonction de la personne. C'est hyper intéressant. Ouais, mais c'est fort de se dire qu'aujourd'hui, ça te sert aussi à créer et que ça fait partie de ta folie qui fait que mais ce que tu fais, c'est génial, et vraiment ton album est génial. Ah, ça me fait très plaisir. Mais d'ailleurs, pour revenir là-dessus, j'ai oublié de terminer là-dessus, mais mon père, il l'a très bien compris, ça, j'ai l'impression. Ah ouais? Quand je suis passé à la musique, j'étais en césure, donc j'étais en école et tout. Okay. Et j'avais emprunté 50 000 balles tout seul, que je suis remboursé là tout de suite. Waouh. Pour mon école, parce que c'est cauchemar, hein, c'est des trous à thunes cauchemardesques. Mais il a complètement soutenu le truc. Et il a très bien compris pourquoi, je pense, on en a jamais vraiment parlé, mais pour lui, c'était très naturel que je parte là-dedans. Et même encore aujourd'hui, quand il sent, parce que, enfin, on s'appelle quand même régulièrement, etc., on se voit régulièrement. Et quand il sent que je suis un peu, tu vois, même moi je me rends pas compte, mais je suis genre en mode un peu accélération extrême où je parle à balle, etc. Et il me dit, tu dors assez en ce moment, ça va, tu te reposes, ou tu prends un peu des vacances, t'allais faire des trucs autre chose que juste faire de la musique tout seul, machin, un truc comme ça. C'est agréable d'être entouré en vrai de gens au-delà de mes potes qui se foutent de ma gueule, et c'est rigolo, c'est cool, mais au-delà de ça, d'avoir des gens, que ce soit ma copine, mon père, 2-3 amis très proches et tout, qui font des check-up réguliers, discrets, pour te dire là j'entends dans ta voix que t'as l'air d'être un peu en panique à la main, même si tu te rends pas compte. Est-ce que tu te reposes, est-ce que machin, est-ce que le rythme il est pas trop vénère, est-ce que effectivement les 25 dates en 2 mois c'est pas un peu too much, même si toi t'es genre non, tout roule, machin. C'est cool de genre des années plus tard d'avoir des gens qui ont parfaitement conscientisé le fait que j'ai ça et qui t'acceptent comme t'es. Mais ça, en vrai, il y a jamais eu de problème. Tous les gens autour de moi sont des gens adorables qui m'acceptent comme je suis, mais surtout qui prennent ce rôle en fait de checker régulièrement en fait que ça va, et que c'est la partie psychologique, elle est en contrôle, parce qu'en fait oui, je vois des médecins régulièrement, machin, mais enfin la réalité c'est que c'est pas ça dont j'ai besoin, quoi. Même si je vais voir des médecins régulièrement, c'est pas ça dont j'ai besoin. D'un entourage et de je veux pas terminer cette phrase-là parce que je sais pas quoi dire d'autre, c'est hyper intéressant. Tu as besoin de ton gros daron. Est-ce qu'il reste? J'ai besoin. Tu l'as encore. Désolée. Moi, j'ai une maman qui est incroyable. À 2, on pourrait faire une famille recomposée. Ça fait une comédie, tu sais, ça fait genre le pire début de film avec on essaie de mettre ton papa. Qu'est-ce qu'on a encore peut-être bien pu faire au bon Dieu version famille monoparentale. Qu'est-ce qu'on a encore peut-être bien pu faire au bon Dieu. Ah, je suis morte. Oh là là, j'adore. Écoute, ça me va, j'ai une super maman, très jolie. Si ton père est célibataire, on les présente. Il est plus célibataire, mon papa. J'ai une belle-mère fantastique. Ah, voilà. Merde. Désolé. Bon, je suis contente. Bon courage. Oh non. Je suis très en colère maintenant de ce que tu viens de dire. Ouais, je comprends. C'était en rétribution de la vanne sur Michel Blanc. On va quand même dédier cet épisode à ton papa qui a l'air d'être quelqu'un d'extraordinaire, tout à fait, d'empathique, d'intelligent, d'en avance pour son âge, parce que combien de papas, enfin le mien par exemple disait que le psy c'est pour les fous, tu vois, alors que ton papa s'est dit, avait cette ouverture d'esprit là de se dire on va essayer de trouver une solution
et de très en phase avec les émotions, papa. Mais c'est fantastique, et c'est tellement précieux. Ouais. Et je pense que tu devrais suivre son exemple sur la gestion de tes émotions, parce que je dois suivre son exemple en tout. En tout. À part, bon, il est chauve, mais c'est pas un exemple, mais c'est pas sa faute. Oh non. Mais ça, je vais le suivre quand même, je pense là-dedans aussi, on verra bien. Mais... Tu sais qu'on prend les gènes de sa maman là-dessus. Bah, on avait un cancer, donc. Non. Pardon. Non. Pardon. Désolé. Non, mais c'est vraiment le moment de terminer. Désolé. Parce que je voulais expliquer que regarde les hommes du côté de sa famille, putain, tu fais chier. Je suis très très gênée maintenant. Ouais. Merci beaucoup Claude pour cet épisode qui était passionnant sur le sujet. On a quand même bien rigolé en vrai. Oui, un grand merci à toi. C'était trop rigolo. À chaque fois, je veux dire, c'est quand c'est vraiment des trucs passionnants, j'ai envie de dire c'est passionnant, mais en même temps, quand je parle de moi, je me dis que c'est bizarre de dire ça. Donc c'était extrêmement intéressant de discuter avec toi. Et je ne suis pas passionnant, mais je veux dire c'était très intéressant. Voilà, tu vois ce que je veux dire. Moi, je vais aller sécher mes petites culottes. Je vous laisse. Il y a du soleil. Merci Claude. J'espère que cet épisode vous a plu. Pour suivre les coulisses du podcast, n'hésitez pas à me follower sur Instagram @Paulette_Grisoni, sur Twitter podcast LL en majuscule ou sur Facebook La Leçon Podcast. On se dit à très vite pour un nouvel épisode.